Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à notre premier webinaire d'ABX Accel. Nous sommes un fonds d'accélération qui intervenons en Afrique subsaharienne, francophone comme anglophone. Et notre mission, c'est de développer, c'est de trouver, peut-être on va dire le prochain Amazon, le prochain Google, le prochain Microsoft, bref, la prochaine startup qui est capable de booster l'innovation en Afrique. Donc, je ne suis pas seul, je suis avec deux personnes. Je suis avec Daouda Koulibaly, qui est le managing partner d'Abex Axel, et Constant Kwamekra, qui est le directeur portfolio performance de Africa 50. Je vais les laisser se présenter. Après, je vais planter le contexte pour lequel nous sommes ici, donner les objectifs du webinaire et faire un tour d'horizon de ABX Axel, le fonds que je dirige. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Daouda et Constant, je vous laisse la parole. Merci Fabrice. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et merci pour l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à ce sujet. Donc, je suis Daouda Koulibaly, le managing partner de ABX Capital, également fondateur de Sama Money et de Sama Finance. Merci. Merci Fabrice, merci Daouda. Bonjour à tous. Je suis Constant Kwamekra, je suis directeur portfolio Performance Africa 50, qui est une plateforme d'investissement qui investit dans les infrastructures en Afrique depuis 7-8 ans et également un professionnel de l'investissement ayant travaillé dans divers fonds de capital investissement, ayant soutenu des PME, des institutions financières et aussi des fintechs en Afrique de l'Ouest francophone. D'accord, merci encore. Donc, comme je disais, en fait, ABX Excel est un fonds d'accélération. Notre mission est simple, offrir aux startups les outils, les ressources et les réseaux nécessaires pour lever des fonds escalés. Concrètement, quand je suis rentré à MTN en 2008-2009, j'avais 7 ou 8, non, 5 ou 6 fintech dans la région. Tu avais 2 en Côte d'Ivoire, tu avais 2 au Sénégal, tu n'en avais pas beaucoup. Aujourd'hui, on en compte quasiment une centaine, on va dire moins de 20 ans après, peut-être même le millier de fintech. Donc, c'est quelqu'un qui c'est, on va dire, c'est un marché, c'est-à-dire, on va dire, un secteur qui est en boom. Aujourd'hui, le fonds, en fait, il y a une synergie entre ABX Accel, l'accélération, et ABX Capital, qui est le fonds de VT. Comment est-ce que ça fonctionne? On lance un appel à candidature pour les startups. On en retient 30, 35. Les 30-35, on leur donne une formation intensive sur 16 semaines. Pendant ces 16 semaines, on les fait accompagner d'experts. Tu as des experts en capital humain, tu as des experts en levée de fonds, tu as des experts en stratégie, tu as des experts en tech, tu as des experts en produits qui vont faire ce qu'on appelle de l'assistance technique. Le terme technique dédié, c'est le venture building. S'il faut travailler la stratégie de la startup, on va travailler sa stratégie. S'il faut travailler son volet commercial, on va travailler son volet commercial. S'il faut travailler son recrutement, on va travailler son recrutement. S'il faut travailler son compliance, on va travailler son compliance. Et pendant 16 semaines, on va bosser comme ça avec les startups afin d'être sûr qu'à la fin des 16, les bonnes bases soient placées et qu'elles soient parmi les meilleures, en tout cas, quelles sont les bonnes bases. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Et à la fin des 16 semaines, on fait des offres en fonds capital. Concrètement, le programme est structuré sur 3 phases. Premièrement, structuration et vision. Ensuite, croissance et traction, qui dure 4 semaines aussi. Après, on va travailler sur le levée des fonds et scaling. Et à la fin de 16 semaines, on organise un démo day dans lequel vous êtes invités, chers investisseurs, à participer. On va présenter le travail que nous avons fait avec les startups, présenter comment elles ont progressé, comment on a su ajuster leurs insuffisances et les renforcer, et comment est-ce qu'on peut progresser ensemble, vous et nous. Nous, oui, en partie, et vous aussi. Donc, voilà plus ou moins le ABX Accel, le fonds d'accélérateur qui nous regroupe aujourd'hui pour le webinaire. Merci encore. Je vais donc, oui, qui peut candidater? Nous visons principalement la tech, j'avoue. Les startups africaines, en tout cas, ils visent le marché africain, sont celles-là que nous regardons. Ensuite, des startups qui ont des produits innovants avec d'attraction. Je dis toujours à Daouda, on finance l'innovation. Ça, c'est le point qu'on a regardé. On finance l'innovation. On croit à l'innovation pour l'Afrique, donc on finance l'innovation. Les secteurs prioritaires sont la fintech, la cleantech, en fait, tout ce qui est de la tech, qui nous permet, nous, de construire l'Afrique digitale et technologique de demain.
Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en train de regarder tout ce qui est financement des startups aujourd'hui. Parce que qui dit startup dit financement, dit progression, dit financement. Qui dit traction dit financement. Il faut pouvoir leur donner les moyens de se développer. C'est pour ça que je vais laisser la parole à Daouda en premier, qui va nous faire un panorama des financements des startups en Afrique. Fabrice, Daouda, peut-être rapidement, est-ce que c'est possible d'avoir peut-être une idée rapide des participants et on a plus de startups d'investisseurs ou vice-versa, ou est-ce que c'est équilibré? Ça peut nous permettre éventuellement d'ajuster le discours. C'est équilibré, mais je vois en majorité des investisseurs et des professionnels, c'est-à-dire venture builders, consultants, voilà, et des investisseurs. Daouda? Très bien, merci beaucoup Fabrice. Merci à Constant pour votre disponibilité et je remercie les participants qui viennent de nous rejoindre tout dernièrement. Je vois que le nombre de participants continue à augmenter. Nous avons commencé à l'heure pile poil, donc voilà, naturellement, on va être rejoint par les invités au fur et à mesure. Euh, D'accord. Daouda, est-ce que je voulais juste rappeler aux startups que ce sera enregistré, enfin, aux participants que ça sera enregistré et donc et possiblement diffusé sur nos différentes pages réseaux sociaux. Merci encore. Ok, très bien. Comme le disait tout à l'heure Fabrice à l'entame de son propos, nous allons aujourd'hui examiner pourquoi l'Afrique est en passe de devenir le marché à plus forte croissance dans le monde, particulièrement dans les entreprises technologiques. Pour cela, je vais commencer par une prédiction qui a été faite tout récemment par M. Sam Altman, que vous connaissez, j'imagine bien. Sam Altman, pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit du fondateur, l'un des fondateurs, disons, d'OpenAI. OpenAI, qui est l'entreprise qui est derrière ChatGPT, qui est aujourd'hui le fleuron, on va dire, de l'intelligence artificielle. Sam Altman était en déplacement au Nigeria il y a quelques semaines et lors duquel il a laissé entendre que l'Afrique est, représente le marché à fort potentiel de croissance et sûrement le plus important dans les décennies à venir pour beaucoup d'entreprises. Alors, c'est une prédiction qui ne nous surprend pas, mais elle nous rassure lorsqu'elle arrive de la bouche d'un investisseur aussi averti qu'est Sam Altman. Pour peut-être ceux qui ne le savent pas, Sam Altman ne se contente pas en réalité de faire de simples déclarations, parce qu'il est déjà engagé lui-même personnellement en tant qu'investisseur sur le continent africain. Par exemple, il est l'un des tout premiers investisseurs de la fintech Wave. Wave, qui est une fintech américaine qui a démarré ses opérations au Sénégal et qui aujourd'hui est devenu un acteur majeur du secteur de la fintech en Afrique de l'Ouest, notamment francophone, puisque à nos jours, Wave demeure la première licorne en Afrique francophone avec une valorisation de 1,7 milliard de dollars. Oui, 1,7 milliard de dollars. Et au-delà donc de Wave, il a aussi lancé un projet qu'on appelle WorldCoin, qui aujourd'hui rencontre un grand succès au Kenya. Donc tout cela pour dire que c'est un investisseur averti, c'est un acteur majeur du secteur de la tech. Et donc quand il affirme, c'est qu'il le dit réellement en connaissance de cause. Maintenant, si vous le permettez, on va rentrer dans le vif du sujet avec un panorama sur les financements, notamment des startups dans le monde, puis en Afrique. Comme vous le voyez sur ce tableau ici, sur cette carte, vous vous rendez compte tout de suite que l'Afrique, pour l'instant, ne capte que pratiquement 1,2% des investissements qui vont à l'endroit des startups. Alors, c'est très faible, c'est très, très faible, c'est très peu, mais en réalité, lorsque nous descendons un peu plus bas, en regardant l'évolution récente des investissements captés par les startups africaines, nous nous rendons compte qu'en réalité,
entre 2020 et 2023, les chiffres ont été ont triplé. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire que nous avons constaté une croissance, voilà, sur 3 ans, de 100% pratiquement d'une année à l'autre. Alors, c'est énorme. C'est énorme. Sachant que l'année 2023, en réalité, est une année où nous avons constaté un ralentissement, sinon un déclin du financement des startups. Et ça, ce n'était pas seulement propre à l'Afrique, c'est partout dans le monde. Donc, en Afrique, nous avons connu un pic des financements captés par les startups en 2021 et en 2022. Puis, nous constatons effectivement un déclin de ces financements en 2023 et qui se confirme en 2024 avec 3,2 milliards de dollars. Mais, comme je le disais, lorsqu'on compare à quand vous regardez le tableau qui est à droite, lorsqu'on compare effectivement ce déclin entre les différentes grandes zones géographiques, vous verrez que le déclin est moins marqué en Afrique qu'ailleurs. Par exemple, en termes de valeur, le déclin n'est que de 30% en Afrique, contre 64% en Amérique latine, 38% de façon générale au monde, donc en moyenne, 37% en Europe du Nord et 39% en Europe. Donc, c'est pour dire que l'Afrique, malgré cette conjoncture qui était un peu particulière depuis 2023, l'Afrique a montré toute sa résilience et a démontré qu'elle reste aujourd'hui un continent d'attrait pour les investisseurs internationaux. Alors, quel est le ticket moyen de ces investissements captés par les startups? Donc, en fonction du niveau de maturité de la startup, vous avez des tickets qui varient entre 1,6 million de dollars et à peu près 40 millions de dollars. Donc, ceci est un peu conforme à ce que nous constatons dans d'autres parties du monde. Donc, ce qui démontre aussi là que les startups africaines, de plus en plus, sont compétitives. Par contre, cet attrait des investisseurs est malheureusement très inégalement réparti sur le continent. Nous avons des pays qui captent l'essentiel, notamment le Nigeria. Donc, on a ce qu'on appelle les 4 Big Four, oui, les Big Four plutôt, dans le domaine. Donc, qui sont le Nigeria qui, lui seul, capte pratiquement la moitié. Et puis, vous avez le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Mais en termes de zone géographique, donc nous avons l'Afrique de l'Ouest qui nous concerne aujourd'hui pour le webinaire d'aujourd'hui. Nous avons l'Afrique de l'Ouest qui représente quand même la majeure partie avec 28%. Mais comme je le disais tout à l'heure, en réalité, le Nigeria y est pour beaucoup dans ces 28%. Lorsqu'on enlève le Nigeria, il ne reste plus grand-chose. Et tout l'enjeu aujourd'hui, effectivement, pour les autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment francophones, d'aller chercher ces investissements pour leurs startups. Donc, vous le voyez ici très clairement, les Big Four se distinguent nettement en termes de captation donc, de flux financiers. Le Nigeria donc, est largement en tête, suivi de l'Afrique du Sud, suivi de l'Égypte, et ensuite on boucle le Big Four avec le Kenya. Et tenez-vous bien, donc le 5e pays qui arrive est un pays d'Afrique de l'Ouest anglophone, donc qui est le Ghana. Maintenant, lorsqu'on essaie de segmenter, de disséquer un peu plus ces financements captés par les startups, tout de suite, il s'avère très clairement que l'écrasante majorité est captée par les fintech. Donc, d'où d'ailleurs le thème d'aujourd'hui où nous faisons un focus sur le secteur de la fintech. Donc, le secteur de la fintech, en 2024, a capté pour à peu près 60% du total du financement reçu par les startups en Afrique. C'est beaucoup parce que, imaginez, le secteur qui vient juste après le secteur de la fintech, c'est le secteur de la cleantech avec 9%.
Donc, l'écart est énorme, entre 60% et 9%. Maintenant, de la, au sein de la FinTech, nous avons un secteur majeur qui est le mobile money et qui, à notre sens, peut être le moteur caché de la croissance en Afrique. C'est quelque chose qui a été révélé récemment par Madis Invest avec ce schéma, ce tableau que vous voyez, où nous avons effectivement de plus en plus la FinTech qui représente une part significative dans la constitution du PIB de nos pays africains. Aujourd'hui, par exemple, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, la contribution du mobile money atteint désormais 9,2%. Donc, c'est beaucoup. Et sachant qu'il ne s'agit que du mobile money. Donc, il ne s'agit pas du secteur de la FinTech dans sa globalité. Donc, ça veut dire que le secteur de la FinTech largement dépasse désormais les 10% en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, le mobile money contribue pour 8,6% dans la constitution du PIB. Voilà, le Kenya, à peu près le même ordre de grandeur. Le Ghana, 9,3%. Et comme vous pouvez le constater ici, le secteur de la FinTech de façon générale, donc cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement du mobile money, mais de la FinTech de façon générale, en réalité, est en train de bénéficier d'une vraie opportunité qu'offrent ces pays-là, une opportunité en termes de gap à combler sur le taux d'inclusion bancaire qui demeure très bas, hein, en moyenne dans les pays de la zone qui s'établit à 27%, mais grâce à la dynamique constatée sur le terrain grâce au secteur justement de la FinTech, désormais notamment du mobile money, désormais l'inclusion financière connaît une croissance avec un taux qui s'établit autour de 60%. Mais vous voyez, c'est une zone extrêmement dynamique avec une population qui croît très vite. Nous avons désormais 460 millions d'habitants dans la zone Afrique de l'Ouest avec un PIB cumulé de plus de 1600 milliards de dollars. Au regard des derniers chiffres, notamment ceux de 2024, nous pouvons très clairement l'affirmer sans hésiter de se tromper que l'Afrique de l'Ouest devient la nouvelle locomotive du mobile money en Afrique. Le nombre de comptes enregistrés a connu une croissance de 23% rien qu'en une année, pour s'établir à 356 millions de comptes enregistrés, ce qui représente plus que la moitié de l'ensemble des comptes mobile money sur le continent. Donc, c'est beaucoup. Cela démontre désormais une prédominance de l'Afrique de l'Ouest sur le reste du continent. Une prédominance qui était par le passé tenue par le Kenya, en Afrique de l'Est notamment. Nous avons une croissance aussi du nombre de comptes actifs, plus de 19% d'augmentation en 2024 pour s'établir à 84% avec un total d'opérations voilà, qui est en forte croissance et plus de 40% en une année et qui s'établit désormais à 347 milliards de dollars. Et comme je vous l'ai montré dans la slide précédente, normalement, il est attendu que le total des transactions atteigne donc les 630 milliards de dollars d'ici 3 ans. Voilà, donc pour nous, effectivement, la FinTech aujourd'hui est la colonne vertébrale des startups en Afrique. Elle est devenue cette colonne vertébrale de l'écosystème grâce à sa capacité à résoudre les défis spécifiques du continent, notamment, comme on l'a dit, pour répondre à cette situation de faible taux de bancarisation et aussi parce que ces entreprises FinTech ont pu développer des solutions innovantes pour générer à la fois un impact économique significatif, mais aussi des retours financiers élevés pour les investisseurs et pour continuer justement à attirer de plus en plus d'investisseurs.
Donc, pour nous, effectivement, la FinTech se positionne comme le secteur clé dans l'écosystème startup africain en captant une part significative, substantielle des investissements. Et cette tendance se renforce et va se renforcer grâce à de nouvelles innovations qui arrivent, notamment grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie. Fabrice, merci. D'accord, merci Daouda. Effectivement, l'Afrique de l'Ouest s'impose. Et Constant, je veux dire, tu as quasiment la vingtaine d'années d'expérience en private equity. Donc là, je vais vraiment demander à l'investisseur, tu as porté ta casquette de longtemps investisseur en startup. Et je vais te demander concrètement les avantages de cette zone stratégique. Et puis, toi, en fait, dans ta carrière d'investisseur dans la région, quels sont les challenges que tu as pu rencontrer? Oui, voilà, quels sont les challenges? D'accord, merci Fabrice, merci Daouda pour cette intro. Donc, il y a quelques données enfin, quelques points dont je vais parler qui ne sont pas inconnus, notamment je dirais, des sociétés qui opèrent dans la zone parce qu'elles connaissent l'environnement dans lequel, mais qui peuvent être toujours des points d'éclairage, je dirais, pour les investisseurs qui s'adressent à la zone. Donc, quand on prend l'Afrique francophone, c'est bon de se rappeler que c'est un marché immense. 29 des 55 pays en Afrique parlent français. On a un peu plus de 50% de la population africaine qui parle français. Donc, aujourd'hui, c'est un marché qui compte. On a aujourd'hui plusieurs pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, certains pays d'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, qui connaissent une forte croissance des entreprises technologiques et avec des innovations qui ont complètement changé l'environnement économique ou l'environnement entrepreneurial de ces pays-là. C'est vrai, comme Daouda le montrait tout à l'heure, lorsqu'on compare les pays d'Afrique francophone aux anglophones et notamment au Big Four, les pays d'Afrique francophone sont en retard. Mais il y a par exemple un point qui était toujours intéressant à voir, c'est que en 2023, lorsque je dirais le montant global des investissements en VC, en FinTech avait baissé en Afrique, l'Afrique francophone avait enregistré une hausse de 15%, ce qui montrait quand même un intérêt accru aussi de ces investisseurs pour la zone. Et donc, quand on regarde un peu plus sur l'Afrique de l'Ouest francophone, il y a des éléments qui ressortent qui sont importants pour un investisseur. On a aujourd'hui un bloc avec l'UEMOA, qui est un bloc avec une population au-delà de 140 millions d'habitants. Donc, c'est vrai que lorsqu'on compare les pays d'Afrique francophone pris individuellement, on peut avoir un marché fragmenté comparativement, par exemple, à d'autres pays anglophones qui ont des marchés un peu plus profonds. Mais la capacité d'avoir un bloc, justement, avec une population aussi importante, confère un marché unique. On a on a un même régulateur, une même banque centrale et on a aussi une même monnaie. On ne va pas rentrer dans le débat de l'arrimage du CFA à l'euro, mais lorsqu'on se place d'un point de vue investisseur, l'euro ou l'arrimage du CFA à l'euro, en fait, a entraîné une certaine stabilité pour l'investisseur. Parce qu'il faut se rappeler que dans la zone, la majorité des financements levés sont en devises. Et donc, lorsqu'on compare avec des pays, que ce soit le Ghana, le Nigeria, le Kenya, le fait de lever de l'argent en devises avec une dévaluation ou avec un dévissage de ces monnaies-là, comme on a pu le constater les 3-4 dernières années, surenchérit le service de la dette si ce sont si c'est de la dette qui est levée ou complique en fait les levées de fonds additionnels de ces sociétés qui opèrent dans ces pays-là en raison justement des impacts que cela a sur les valorisations des sociétés en fait en tant que telles. Pourquoi la FinTech s'est développée? Il faut regarder aussi les caractéristiques de la zone. Quand je dis développer par rapport à l'agritech, au health tech, tout ça, c'est qu'on est dans un pays, dans une zone, je dirais, où, comme Daouda aussi l'a montré sur certains des chiffres, on a un taux de bancarisation strict qui est un peu au-dessus de 25%. Le taux de bancarisation strict, c'est les comptes ouverts dans des banques. Lorsqu'on regarde le taux élargi, donc qui inclut les microfinances, on est au-dessus de 40% dans la zone. Et donc, on avait une faible bancarisation. On a des économies qui sont caractérisées par une population, une grosse partie de la population qui est informelle et donc qui est privée d'accès à des moyens de paiement aussi basiques que cela est comparativement à d'autres zones. Et donc, c'est ça qui a soulevé aussi, qui a entraîné, je dirais, ce premier attrait sur les fintech.
puisque l'objectif, avant de pouvoir aussi proposer d'autres services, était d'avoir une inclusion financière. Et lorsqu'on élargit avec le mobile money euh, ce taux de bancarisation, ce taux d'accès aux services financiers, on se retrouve à peu près 73-74%. Ce qui a montré effectivement cette forte croissance du fintech, mais qui s'est aussi appuyé sur le fait qu'on ait une démocratisation de l'utilisation des smartphones. On a aussi eu une production de smartphones, une commercialisation, je dirais, à des prix aussi bas que 50-70 $, donc qui ont permis en fait à une large partie de la population de commencer à utiliser des smartphones et donc d'être accessible pour les providers de fintech en fait. Il y a aussi des évolutions réglementaires. Le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, par exemple, ont passé des Startup Acts qui permettent en fait un peu, qui se sont inspirés des modèles tunisiens et autres, pour pouvoir justement développer un environnement réglementaire et législatif qui permettent l'innovation. Donc, on a eu des incitations fiscales, un affaiblissement, on va dire, du coût opérationnel pour des fintechs pour justement permettre en fait à ces acteurs-là de pouvoir développer, de pouvoir être innovateurs et de pouvoir apporter des solutions. Et donc, sur cette base, on a eu tout autour maintenant un écosystème de fintech qui s'est développé. Orange, MTN, Wave, qui a disrupté aussi le marché autant au Sénégal que dans d'autres pays d'Afrique francophone. Donc, cet environnement-là, où cet écosystème de fintech est celui qui commence et en fait autour duquel plusieurs déclinaisons, plusieurs types de services vont maintenant commencer à se greffer. Et donc, c'est important de rappeler la particularité, je dirais, de la zone francophone. Il y a eu quelques challenges, ou il y a quelques challenges qui sont toujours en train d'être adressés aussi. C'est peut-être bon de le rappeler avant de faire la fenêtre sur le côté investissement, pour comprendre en fait aussi peut-être, je dirais, les difficultés qu'ont eu certaines entreprises fintech de l'environnement francophone à lever des fonds. Le premier, c'était l'accès limité au financement. On avait beaucoup dans nos pays francophones des financements qui étaient soit des subventions, ou un support étatique et donc qui empêche en fait la fintech de scale. J'ai oublié le terme en français, mais de pouvoir croître assez rapidement puisque c'est aussi un prérequis pour une fintech pour pouvoir opérer. Mais ça aussi, on a eu des barrières linguistiques. À l'origine, il faut se rappeler que la majorité des investisseurs qui investissaient venaient du Royaume-Uni, des États-Unis ou de pays anglophones. Donc, la barrière de la langue était pour eux quelque chose. C'était un élément pour eux qui était bloquant. Et il y avait aussi une méconnaissance de la zone ou souvent une perception du risque pour eux plus important dans la zone francophone comparativement en fait au marché anglophone auquel ils étaient habitués. Et donc, dès ce moment-là, on a un blocage étant donné qu'on a un flux de capital qui vient, mais de zones anglophones. Et les zones francophones où les investisseurs purement francophones étaient un peu plus en retard sur ce domaine-là en termes de financement de VC ou de FinTech comparativement aux autres. Il y a eu aussi quelques complexités réglementaires pour certains. C'est vrai qu'on a un régulateur commun au niveau de la zone quand c'est les FinTech, la BCAO, mais dans chaque pays, en fait, finalement aussi de la zone, on a aussi des législations nationales. Donc, il y a eu souvent une méconnaissance ou une certaine complexité entre certaines législations nationales qui mettaient un peu plus de temps à être approuvées comparativement à des législations, je dirais, supranationales ou un régulateur. Donc, ce qui retardait aussi, je dirais, l'innovation. Il y a eu aussi certaines méfiances, je dirais, des populations avec des problèmes de littératie numérique ou financière, et donc qui avaient plus confiance au cash qu'aux transactions digitalisées. Et le fait aussi que dans des zones rurales, on soit dans des situations où certaines populations étaient plus à l'aise avec, je dirais, les dialectes locaux dans les différentes régions comparativement au français qui est utilisé ou à l'anglais dans la majorité. Mais on constate aussi aujourd'hui que beaucoup d'acteurs diversifient ou proposent en fait différents, je dirais, langages pour les applications qu'ils sont en train de développer. Après, il y avait certaines limitations structurelles, électricité instable, coût élevé de la data, qui aussi étaient des freins. Un des gros points aussi qui ressort comparativement
aux zones anglophones et francophones, c'était, je dirais, le nombre peu élevé d'incubateurs ou d'accélérateurs, en fait. Si on compare, même sur des pays anglophones de taille similaire, on se rendra compte qu'on a un nombre élevé d'incubateurs ou d'accélérateurs. Et ça, en fait, en termes d'accompagnement aussi, pour des fintech ou pour des sociétés innovantes en termes de capacité pour lever de fonds, c'était aussi un élément qui a joué, je dirais souvent, je dirais aussi en défaveur. Parce que si on se rappelle, pour un investisseur, lorsqu'il vient, il ne cherche pas uniquement à être qu'un investisseur financier. Il répond à un besoin, mais il y a aussi d'autres types d'éléments qui sont importants pour lui, qui vont concerner la stratégie, la gouvernance, l'équipe, le fait qu'on ait un produit qui réponde à un besoin et que surtout aussi on soit dans une situation où, de par la taille des marchés nationaux pris individuellement, on soit dans une situation de croissance ou de scalabilité pour pouvoir justement avoir un produit qui répond au plus grand nombre. Et la faiblesse souvent des accélérateurs, des incubateurs, a été un élément en fait un peu qui a aussi entraîné, je dirais, ce frein-là comparativement au montant levé dans les zones francophones comparativement aux zones anglophones. Voilà quelques éléments d'appréciation. Je peux après donner quelques éléments un peu plus poussés, soit au niveau des Q&A, du type, je dirais peut-être, d'éléments que regarde un investisseur ou des points aussi à prendre en compte lorsqu'on discute avec des investisseurs en termes de levée de fonds. Pour aussi répondre, bien sûr, aux questions que peuvent se D'accord, poser les merci. investisseurs. Je trouve que c'était assez intéressant, particulièrement quand tu as sorti la barrière de la langue, quand tu as sorti le point des fonctionnalités. Ça m'a personnellement appris beaucoup de choses. Effectivement, la barrière de la langue est importante parce que quand l'investisseur américain qui vient, bah, il ne va pas forcément d'un pays qui parle français. Il va chercher des personnes qui vont discuter. Donc, déjà, on va peut-être revenir sur les différents services que tu as évolué avec Daouda. Daouda, qu'on revienne peut-être un peu sur les services fintech dont Constant parlait, que tu avais des précisions là-dessus, puis après on ira sur les success stories et puis les questions-réponses. OK, très bien. Merci, euh, Fabrice. Merci, Constant, pour toutes ces précisions. Effectivement, c'est très pertinent tout ce que vous avez eu à dire, notamment, comme l'a rappelé tout à l'heure Fabrice, sur la différence, effectivement, des langues qui souvent fait que certains investisseurs ont tendance à privilégier l'Afrique anglophone. Mais, ceci dit, nous venons de voir et nous allons le voir dans la suite de ce webinaire que le potentiel en Afrique de l'Ouest francophone est immense et reste à explorer. Merci. Donc, en termes de services, nous allons rapidement vous présenter les services qui sont aujourd'hui utilisés par la FinTech et ceux qui le seront dans les mois et les années à venir pour vraiment aller vers une utilisation pleine et entière de la FinTech. Donc aujourd'hui, il se trouve que nous sommes encore au début de la FinTech. Au début de la FinTech avec des services de première et de deuxième génération. Donc, pour cela, nous avons le mobile money, où l'essentiel des utilisateurs se contentent de faire du cash-in et du cash-out, dépôt retrait, ou encore transfert peer-to-peer. Nous avons les paiements digitaux et puis les crédits digitaux. Donc, c'est les trois grandes catégories de services qui sont aujourd'hui utilisés en Afrique de l'Ouest. Par contre, il y a d'autres types de services qui vont sûrement venir très bientôt. Certains sont déjà en cours d'expérimentation dans certains pays et la demande va sûrement aller croissante sur ces nouveaux services qui sont ce qu'on appelle le BNPL, Buy Now, Pay Later, acheter maintenant et payer plus tard. Alors, c'est un service qui est très, très répandu dans les pays développés, avec notamment les fournisseurs de cartes bancaires ou de cartes de crédit, à travers lesquelles on vous propose
vous partez dans un magasin, dans un centre commercial, vous payez quelque chose, on vous suggère de le décaisser voilà, en plusieurs tranches, en 4 fois, en 6 fois, sans frais, parfois avec frais, ou parfois même en 12 mensualités, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore pleinement utilisé par la FinTech en Afrique de l'Ouest, mais qui le sera dans les mois et les années à venir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'embedded finance, la finance intégrée ou la finance embarquée, qui en fait, tout simplement, va permettre, donner la possibilité à toute autre structure, notamment technologique, par exemple les structures de, comment dirais-je, voilà, d'e-commerce, par exemple, les plateformes d'e-commerce, tout ce qui concerne la vente en ligne, c'est effectivement un, un- un mécanisme qui va leur permettre d'intégrer des outils de paiement directement en ligne, sans passer par des agrégateurs ou sans passer parfois par des intermédiaires et pouvoir proposer donc des services financiers qui vont donc sous-traiter directement avec des providers de monnaie électronique, par exemple, pour ce qui est du mobile money. Ensuite, nous avons l'InsurTech, donc qui concerne l'assurance. Et les néobanques, ça, on a commencé déjà à en voir, mais pour l'instant, la panoplie de services offerts par ces néobanques n'a pas encore atteint le niveau optimal. Donc, il y a encore beaucoup à faire en la matière. Et puis, le dernier type de service, c'est les cryptos, hein. Donc, ça a déjà commencé plus ou moins, même si pour l'instant, il y a encore des défis en la matière, notamment sur le plan réglementation. Ma connaissance pour l'instant, dans la zone Afrique de l'Ouest, francophone notamment UOMOA, il n'y a pas encore véritablement de réglementation sur les cryptos. Donc, toute chose effectivement qui parfois peut pour l'instant freiner l'adoption et le développement de ces services. Mais nous savons qu'il y a déjà quelques expérimentations sur le sujet et c'est un produit qui est de plus en plus utilisé dans certains pays anglophones, notamment au Nigeria. Donc, voici un peu une vue d'ensemble, un panorama donc, des services actuels et des perspectives futures concernant le secteur de la FinTech. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Daouda. Constant, est-ce que ça t'inspire une success story, rapidement en 2 minutes? Oui, en fait, des success stories, oui, par rapport à ça. Bon, c'est vrai, rapidement, je vais parler de sociétés, hein, donc ce ne sont pas des sociétés dans lesquelles on a investi, donc il n'y a pas de conflit, on dirait, de promotion de société, mais pour donner en fait des exemples. Pour rappeler pourquoi on se dit, pourquoi ça a commencé par les services basiques actuels, mobile money, ça on l'a dit, c'est ce qui a fait que Wave a disrupt le marché, c'est qu'ils sont venus sur un modèle unique et en fait, depuis leur avènement, avec une valorisation au-dessus du milliard, donc en tant que licorne, avec aussi des investisseurs de renom, en fait, un peu mis aussi, un peu accru, je dirais, un peu plus le, l'engouement sur la zone. Mais parce que tous ces services futurs-là sont obligés, en fait, de se loguer dès le moment où on a une base clientèle qui a accès à des services financiers et pour lesquels on peut commencer aussi à regarder des habitudes de consommation et voir comment plugger. Lorsqu'on parle des néobanques, on a vu récemment Jamo qui est en train de lancer une carte Visa virtuelle. Mais si on se rappelle de l'utilité que cela peut avoir, par exemple, pour des utilisateurs basiques, c'est de se dire que avant l'obtention d'une carte Visa pour un commerçant, par exemple, qui est dans l'informel ou qui n'est pas totalement formalisé et qui veut pouvoir acheter des biens à l'étranger, il y avait une complexité. Il était soit limité parce qu'il peut utiliser du mobile money, mais qui reste restreint à son environnement. Donc, on se rend compte que les néobanques permettront aujourd'hui, que ce soit des utilisateurs individuels ou à des business, de pouvoir aussi commercer hors de leur zone avec des facilités qui sont complètement différentes et auxquelles elles n'auraient pas eu accès. Et c'est ce qui fait en fait, qui donne en fait ce succès-là. Lorsqu'on prend l'InsurTech, on a vu aussi des modèles qui sont en train d'être mis en place, que ce soit au Mali ou en Côte d'Ivoire, par des sociétés
pour pouvoir donner de l'assurance en fait à des agriculteurs. Mais si on se rappelle du pourquoi, on va se rendre compte qu'il faut se rappeler aussi de la caractéristique de l'agriculture dans les pays francophones. Ce sont généralement des plantations individuelles de très faible surface, fragmentées tout au long dans nos différentes zones. Donc, on n'a pas de grosses exploitations, de gros exploitants. Le gros, ce sont des exploitations individuelles. Donc, ce sont ces personnes qui, d'un point de vue traditionnel, se trouvent en général exclus quand on se rend compte aujourd'hui des dommages avec les changements climatiques, de services qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir et pour lesquels, en fait, les assureurs traditionnels n'ont pas été aujourd'hui en mesure de leur proposer, je dirais, des produits. Donc, les services futurs, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de potentiel, mais qui viennent aussi se greffer. On a eu par exemple Anka, qui était une plateforme en ligne qui vendait, qui permettait en fait, qui facilitait les ventes pour les artistes africains. Donc tout ce qui est industrie créative, ils ont levé, je crois, dernièrement à peu près 4 ou 5 millions, à peu près un total de 14 millions levés avec des investisseurs de renom comme AFC, Proparco, BPI en France. On a eu Joulaya qui est une solution de paiement numérique pour les entreprises avec 7 millions levés avec Speed Invest, Orange Ventures, SolarX au Mali qui fait des panneaux solaires pour réduire les coûts énergétiques, qui a levé de l'argent à peu près 5,5 millions. PAPS au Sénégal, par exemple, qui est une entreprise logistique basée sur la technologie. Donc, on a plein aussi d'autres. Je pense que Daouda va peut-être mentionner rapidement, mais ça, c'est si on avait le temps de sous-secteurs comme le health tech, l'insurtech, le clean tech qui se développent et qui sont en fait, qui se greffent aujourd'hui autour de l'écosystème de mobile money parce qu'on commence à avoir une clientèle qui est en mesure soit d'utiliser des services financiers ou de business qui aujourd'hui ont accès à des services financiers pour lesquels ils étaient totalement exclus il y a quelques années. D'accord, merci. Ça tombe bien que tu parles en fait d'eux parce que je crois qu'ils sont bientôt en exit. Donc peut-être on va rapidement voir avec Daouda déjà avant la série des questions-réponses. Concrètement, moi je suis un investisseur, je rentre. Quelle stratégie d'exit je peux avoir? Parce que l'idée, c'est pas d'être marié à vie avec la startup, mais tôt ou tard, il va falloir que je puisse exit, comme on le dit en fait. Il faut que je puisse laisser l'investisseur, laisser le fondateur continuer son chemin et moi d'aller sur notre sujet. Daouda? Daouda, tu es en mute, hein? Oui, mon micro, justement, là, je pense que c'est bon. Alors, en termes d'investisseurs, quelle stratégie utiliser pour entrer dans ce marché? Je vais commencer par une citation de quelqu'un que vous connaissez sûrement, Tidjane Thiam, qui a dit ceci. Quand je parle aux investisseurs, je leur dis, si vous voulez multiplier par 100 votre mise, allez à la Silicon Valley. Mais si vous voulez la multiplier par 1000, allez en Afrique. Alors, bien entendu, ceci non seulement témoigne qu'en Afrique, il est possible d'investir, mais surtout de se faire de l'argent. Et je vais rapidement vous montrer un petit tableau qui montre quelques exits notables sur le continent récemment. Vous avez notamment Paystack qui a été racheté pour 200 millions de dollars par Stripe. Stripe qui est un acteur majeur dans le domaine des paiements, c'est un acteur américain. Le DPO au Kenya qui a été racheté pour 288 millions de dollars. Sendwave qui a été racheté pour 500 millions de dollars. Instadiv pour 682 millions de dollars. Expensia, dont on ne connaît pas le montant, mais les rumeurs parlent de plus de 600 millions de dollars. Alors, pour des questions de contrainte de temps, je vais peut-être essayer d'accélérer un peu. En notre sens, pour un investisseur, 4 options s'offrent à lui. La première, c'est naturellement l'approche directe, qui est la plus souvent utilisée par les investisseurs individuels ou parfois par les corporate ventures, donc qui consiste tout simplement à effectivement prendre un ticket dans une entreprise, dans une startup, qui peut être fintech, qui peut être autre chose. La deuxième approche, c'est l'investissement via des fonds de capital investissement structurés.
La troisième approche, c'est collaborer avec des accélérateurs ou encore des incubateurs locaux. Et enfin, la quatrième approche, c'est d'aller avec un modèle intégré, c'est-à-dire un fonds d'investissement couplé à un accélérateur. Alors, cette dernière option est celle sur laquelle nous allons nous appesantir un peu parce qu'effectivement, elle offre une passerelle stratégique pour les investisseurs. D'abord parce qu'elle permet d'avoir un sourcing proactif des meilleures startups via l'accélérateur, comme vous le voyez justement dans la présentation que Fabrice a faite au début de ce webinaire sur ce que fait PX Axel, mais aussi parce qu'il y a, à travers ce couplage fonds d'investissement et accélérateur, il y a un alignement fort des intérêts entre investisseurs et entrepreneurs, une gestion rigoureuse des investissements par le fonds d'investissement, un accompagnement opérationnel continu et approfondi pour les startups, réduisant ainsi considérablement les risques. Donc, pour terminer là-dessus, ce modèle intégré apporte des avantages significatifs, notamment en termes de réduction du risque global grâce à un suivi opérationnel continu, mais aussi dans un tel écosystème, le fonds VC agit comme une plateforme stratégique. Vous voyez, donc qui va sélectionner rigoureusement des startups qui auront déjà été filtrées par l'accélérateur et qui auront déjà fait l'objet d'un accompagnement assez suivi par cet accélérateur. Donc, cette complémentarité pour nous est essentielle. Elle permet non seulement de sécuriser l'investissement, mais également d'optimiser le potentiel de rendement et d'impact social et économique. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste à peine 10 minutes. Les questions ont déjà commencé à pleuvoir. Je pense qu'on va y aller directement. Il y a M. Maxime Lokossi, qui est un acteur majeur de l'innovation au niveau du Bénin, qui pose une question. Il dit concrètement, ne pensez-vous pas que nos États dans l'UEMOA n'ont pas assez fait pour soutenir nos startups locales? Il prend l'exemple du Sénégal. La Startup Act a été adoptée en 2020, mais son décret d'application est venu en 2025, donc 5 années plus tard. Du coup, est-ce que nos États n'y vont pas avec le frein à main tiré? C'est la question de monsieur Lokossi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si, je ne dirais pas que les États ne font pas assez. Ce serait un débat différent, mais il y a eu l'exemple concret, par exemple, comme la loi uniforme sur le capital risque. En fait, c'est de se rappeler aussi peut-être l'historique. C'est que quand on prend le capital investissement, par exemple, dans la zone francophone, il a commencé il y a une quinzaine d'années. Et vraiment, à pas d'escargot, je dirais, parce qu'il y avait très peu d'acteurs qui faisaient du capital investissement. Et lorsque ces acteurs ont commencé, en fait, ils étaient sur du capital développement. Donc, capital développement, c'est j'ai une PME qui est opérationnelle, qui est active, pour laquelle je viens investir des fonds pour lui permettre d'accélérer sa croissance. Donc, on n'avait même pas le volet, je dirais, de start-up en fait en tant que tel. Et l'environnement, il y a eu beaucoup de, je dirais, d'éducation sur le métier de capital investissement parce qu'à la base, beaucoup d'entrepreneurs ou la majorité des entrepreneurs étaient beaucoup plus confortables à lever de la dette pour financer leur développement que de financer un investisseur en capital parce qu'il y avait aussi une typologie d'entrepreneurs. On avait soit des entrepreneurs qui sont attachés à l'entreprise familiale en tant que telle, donc ouvrir le capital pour eux, c'était quelque chose de difficile émotionnellement, mais aussi on était dans des situations où c'était culturel. Donc il y a eu déjà cette éducation-là. Si on se rapproche un peu de la fintech ou de tout ce qui est innovation, il faut se rendre compte aussi que peut-être que la raison pour laquelle on peut avoir l'impression que le régulateur ou les États sont un peu en retard, c'est que l'innovation va très vite. Aujourd'hui, par exemple, on mentionnait sur la crypto-monnaie, les réglementations ne sont pas encore finalisées sur le crowdfunding, alors que dans d'autres zones, on a déjà des réglementations en cours. Mais je pense que les États sont en train peut-être de rattraper le retard, je dirais,
sur les innovations parce qu'il y a aussi un cadre qui est nécessaire ou utile pour ne pas qu'il y ait une perte de confiance des utilisateurs finaux par rapport aux produits qui sont aussi proposés. Donc, je pense qu'il y a une volonté. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'avec l'avènement d'accélérateurs, d'incubateurs et le fait qu'on ait de plus en plus de capital risque qui regardent le seed, le pré-seed, le série A, permettent aussi justement d'apporter les capitaux nécessaires pour aider ces entreprises à se développer lorsqu'elles sont à un stade, je dirais, de seed, pour pouvoir justement les aider à arriver à un stade de croissance où on aurait des capitaux investisseurs classiques qui prendraient le relais. Je ne sais pas si Daouda veut compléter ou rajouter quelque chose sur la question, ou on passe à la Non, seconde question. c'est bon. Constant a tout dit, hein. Merci. D'accord, Daouda, mais on a une question spécialement pour toi. On dit, mais pourriez-vous élaborer les stratégies d'exit? La personne estime que tu passes si rapidement sur les stratégies d'exit. Du coup, l'investisseur aimerait que tu reviennes un peu sur le sujet. OK, très bien, merci. Pour nous, comme je le disais, d'abord, oui, c'est vrai que je n'ai même pas abordé en fait la question de l'exit en tant que telle. En fait, c'est Il, ça. il a parfaitement raison. Euh, et effectivement, comme on l'a dit, hein, aujourd'hui, les startups africaines arrivent à faire de l'exit. On a montré quelques exemples. Mais en termes de stratégie, comment cela s'articule concrètement? Pour nous, la meilleure, le meilleur format, le meilleur schéma est le suivant. C'est que vous avez une startup dans laquelle vous investissez, par exemple, au stade seed ou au stade Series A. Et dans le fil de sa maturité, vous pouvez exercer une sortie en Series B, en Series C, etc. Et il n'est pas exclu que ces startups-là, demain, puissent être cotées en bourse. On l'a déjà vu dans un certain nombre de pays, notamment au Nigeria, où on a de plus en plus de startups qui se cotent en bourse. C'est moins le cas en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique francophone, je vais dire. C'est beaucoup moins le cas. Mais je pense que le régulateur des marchés publics dans la zone IOMOA est en train de prendre un certain nombre de mesures assez innovantes qui vont faciliter la cotation de structures de type start-up. Donc, en termes d'exit, je dirais que voilà, c'est au fil de la maturité de l'entreprise, cet exit peut s'exécuter, s'exercer à travers le rachat par un fonds d'investissement, par, ou encore par une autre entreprise, un autre player mondial qui s'intéresse au marché africain. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le marché africain intéresse de plus en plus de gens, de plus en plus de monde, surtout des multinationales. C'est le cas, par exemple, comme on l'a montré tout à l'heure, pour Stripe, qui a fait une grosse acquisition au Nigeria pour 200 millions de dollars. Donc, il n'y a pas de schéma classique, je dirais standard, mais c'est des options qui sont là. Vous pouvez exercer votre exit en vous faisant racheter par le fondateur de l'entreprise. Vous pouvez exercer votre exit en vous faisant racheter par un autre fonds d'investissement. C'est l'option voilà, que nous essayons de développer dans le cadre de notre écosystème qu'on est en train de bâtir, parce que très clairement, on a compris que en Afrique, dès qu'une entreprise atteint le stade croissance, après le niveau Series A, elle n'a plus beaucoup de difficultés à se faire financer. Les fonds d'investissement, généralement, ont des produits, des véhicules disponibles pour les entreprises qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité. Par contre, c'est moins le cas au stade seed et au stade pré-seed. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que, voilà, pour nous, un écosystème intégré est très important parce que c'est à travers un écosystème intégré que les entreprises du stade seed et pré-seed peuvent trouver l'accompagnement qu'il faut pour leur développement. Et ensuite, une fois qu'elles
elles atteignent le niveau Series A et Series B, donc elles peuvent facilement capter de l'argent de la part d'investisseurs institutionnels structurés. Et à partir de là, si vous êtes un investisseur au niveau seed ou pré-seed, vous pourrez donc exercer une sortie partielle ou totale à l'occasion d'une entrée au capital d'un fonds d'investissement ou d'une family office, voilà, quelque chose comme ça. D'accord. Merci encore, Daouda. Une question chacun, et puis après, on va aller sur le mot de fin à clôturer. Constant, quelqu'un dit quitte de la question de la sécurité géopolitique en Afrique de l'Ouest. Je veux dire, tu étais investisseur dans plusieurs pays. Est-ce qu'actuellement, pour toi, tu vois un risque géopolitique? Enfin, est-ce que le risque géopolitique compte pour toi, en fait, le risque pays? Est-ce que ça te parle? Après, Daouda, la question serait au niveau de la qualité de la data. Parce que pour un bon investissement, il faut avoir de la qualité de la data. Il n'y a pas beaucoup de... On a vu que toi, par exemple, tu allais chercher longtemps des informations. Est-ce que pour toi, la qualité de la data est importante? Donc, je reprends. Constance, au niveau du risque pays, là, tout ce qui est sécurité géopolitique au niveau des différents pays, est-ce que ça peut impacter fortement tout ce qui est métier d'investissement? Et Daouda, au niveau de la qualité de la data pour un bon investisseur. D'accord, merci Fabrice. Je dirais sur le risque géopolitique, l'appréciation est différente lorsqu'on se pose en tant qu'investisseur africain et investisseur hors africain. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est important d'avoir des incubateurs, des accélérateurs, des investisseurs africains. Parce que l'analyse géopolitique, on l'a fait dans l'appréciation je dirais, de l'opportunité d'investissement, mais l'approche sera différente parce qu'en général, étant basé sur place ou ayant des relais locaux, et c'est pour ça que je disais, il y a cette distinction avec investisseurs africains, nous sommes un peu plus au fait de certaines réalités politique, sociopolitique ou du risque géopolitique comparativement, par exemple, à un investisseur qui serait hors de la zone. Si on prend un investisseur africain, enfin, même Afrique, et c'est aussi vrai hein, qu'on se pose dépendamment des zones dans lesquelles on investit. Aujourd'hui, par exemple, si on se dit à un investisseur qui a l'habitude d'investir dans la zone UEMOA, d'investir en Afrique du Sud, indépendamment du fait qu'on puisse se dire que ce soit une économie, il aura très peu de mal à mieux apprécier le risque comparativement au même investisseur sud-africain qui aura un bureau là-bas. En fait, c'est là que ça devient intéressant et c'est pour ça qu'avoir cet insight de partenaires africains fait la différence. Et on le voit en général dans certains des rounds qui ont été menés par les différentes fintechs, même si on a en général des investisseurs européens, américains ou des family office, il y a souvent eu des investisseurs VC africains qui participaient au round. Pourquoi? Parce que pour eux, ces investisseurs hors marché s'appuient aussi sur eux par rapport à leur connaissance en fait du marché et des risques. La manière de... Parce que finalement, le métier dans lequel on est, c'est un métier de gestion des risques. Nous avons des risques inhérents aux économies ou aux pays dans lesquels on investit. Donc, l'approche va être de se demander comment on gère ce risque s'il se matérialise, qu'il soit politique, économique ou de FX de monnaie, ou quel est le meilleur moyen d'avoir cette croissance-là indépendamment du risque géopolitique. Si on prenait l'exemple du Nigeria, la monnaie était dévaluée par plus de 100%. Les fintechs qui ont réussi, finalement, ce sont elles qui ont réussi à scale d'une certaine manière ou offrir des services qui avaient finalement un potentiel de croissance beaucoup plus important que la perte enregistrée liée à la dévaluation, par exemple, de la monnaie. D'accord, merci. Daouda, concrètement, où est-ce qu'on peut trouver les bonnes données pour investir? Où est-ce que je peux trouver? Je suis un investisseur, je cherche la bonne data pour investir. Oui, Où est-ce que je vais chercher? c'est une très très bonne question. D'abord, je confirme que la data, elle est extrêmement importante, la qualité de la data. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans le secteur de la fintech, les données existent. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que malheureusement, dans beaucoup d'autres domaines en Afrique, c'est très problématique de trouver de la bonne data. Mais dans le secteur particulier de la fintech, effectivement, les données existent parce que le régulateur suit de très près ce secteur et les acteurs du secteur font un reporting régulier au régulateur. Donc, il y a des reportings mensuels et trimestriels qui sont faits et le régulateur donc publie un rapport annuel
qui est assez étoffé, qui est assez détaillé, donc qui permet vraiment, vraiment de pouvoir accéder aux données fiables sur le secteur. Donc, mais ça, c'est le cas particulier de la FinTech. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres domaines. Donc, voilà, ça reste souvent un challenge en Afrique, effectivement, la qualité de la data dans d'autres domaines. Merci. OK. Nous sommes au terme de notre intervention. Je vais laisser le mot de fin à chacun des panélistes et puis on va leur dire merci. Oui, Constant? D'accord, merci Fabrice, merci Daouda, et merci aux participants. C'est vrai, on se rend compte que finalement c'est toujours très juste 1 heure. On aurait aimé prendre un peu plus de questions, mais je pense que cela permet d'avoir une première idée du panorama actuel ou de l'environnement. Et à n'en point douter, pour tous les participants qui auraient beaucoup plus de questions, vous pourrez joindre Fabrice et Daouda, et bien sûr je reste disponible si jamais il y avait des points spécifiques. Mais je pense que dans le réseau, effectivement, Daouda et de Fabrice, étant donné qu'ils ont ce lien avec plusieurs investisseurs, en tout cas, je serais ravi de pouvoir apporter des lucarnes additionnelles ou des informations additionnelles via leur entremise, si le besoin se faisait ressentir. Et merci aussi pour cette opportunité de parler de ce secteur, de ces opportunités d'investissement qui sont nécessaires, je dirais, pour la croissance de l'écosystème et pour le développement de nos économies. Merci beaucoup, Constant. Je me joins à Constant pour vraiment vous remercier chacun pour votre écoute, pour votre intérêt pour le sujet et pour vos questions très, très pertinentes. Peut-être pour conclure, je dirais que investir aujourd'hui dans la FinTech en Afrique n'est plus simplement un pari sur l'avenir, mais il s'agit véritablement d'une stratégie gagnante. Comme nous l'avons vu ensemble, malgré une répartition encore inégale des financements, notamment entre les pays francophones et les pays anglophones, nous vraiment sommes convaincus que la partie francophone représente encore des opportunités extraordinaires de croissance et d'impact inexplorés. Le modèle intégré, comme je l'ai dit, combiné donc un fonds d'investissement avec un accélérateur se positionne comme l'approche optimale pour réduire significativement les risques tout en maximisant les rendements financiers et l'impact social. Donc, je vais voilà, m'arrêter là et vous souhaiter à tous un très bon après-midi. Et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez approfondir ces sujets. N'hésitez pas à nous contacter. Mon email, c'est dc comme Daouda Koulibaly, dc@abx.capital. abx.capital. Merci à tous. Bon après-midi. Merci à tous, merci Daouda. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Encore, je lis multiplier sur le Zoom. Rassurez-vous, on en fera souvent. Dès que le premier d'une longue lignée, on reviendra souvent sur le sujet. Merci encore et excellente journée à vous. Surtout que c'est un jour férié, ce n'était pas très évident. Merci encore à tous. Et on continue les échanges. Envoyez juste un mail, on continue les échanges. Merci encore.